Pour moi, quasiment à tous les moments de ma vie, la lecture, ça a été une vie et une survie. Dans le sens où il n'y a rien que j'ai pu trouver dans ma vie qui m'aide à surmonter les obstacles de mieux que la lecture. À l'écouter habiter à ce point les livres qu'elle écrit, je comprends l'évidence de la rencontrer dans sa maison d'édition, la seule maison qui fait sens. Claire Berest est une conteuse. Dans tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle écrit, il y a de la couleur et une manière artistique à elle d'être au monde. Dans cet épisode, vous ne pourrez pas la voir faire danser ses mains en me parlant, voir ses yeux qui brillent, animés par l'élan qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. C'est avec un feu de littérature que j'ai rendez-vous et que je prends un café en cet après-midi d'été. Avec elle, rien n'est noir, pas d'artifice, et on ne va pas se mentir, on a plutôt une belle vue. Dans son nouveau roman, L'épaisseur d'un cheveu, publié chez Albin Michel le 23 août 2023, elle se plonge dans la tête d'un homme sur le point de tuer sa femme et s'interroge sur cette part d'ombre, de folie que l'on peut cacher au fond de nous. Mais sa folie à elle, aujourd'hui, ce sont ses livres, ceux qu'elle écrit, ceux qu'elle lit, ceux qu'elle raconte, ceux qui la font tenir debout et qu'elle partage avec ceux qu'elle aime avec chaleur et générosité, évidemment. Pour ce deuxième épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, j'ai la joie d'échanger avec Claire Berest. Claire ? Salut. On arrive en même temps. Oui. Cool. C'est cool. Peut-être juste pour commencer, on peut revenir sur le lieu parce qu'il est quand même emblématique. Pour toi, est-ce que tu peux nous dire où on est et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? Nous sommes rue Huygens, dans un très très beau bâtiment qui sont les éditions Albin Michel. Et alors de façon évidente, pourquoi j'avais envie qu'on se retrouve ici ? Parce que c'est ma maison d'édition et que du coup c'est un lieu qui a beaucoup d'importance. Et puis il se trouve que c'est un lieu très beau. Tout à fait atypique, avec une architecture totalement atypique. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un bateau, d'être dans un paquebot. Et je sais que moi, la première fois que j'y suis rentrée, j'ai été vraiment frappée du lieu. Et donc, c'est toujours chouette de pouvoir faire partager à quelqu'un d'autre ce lieu-là. On se parle aujourd'hui parce que j'avais envie que tu nous dévoiles un petit bout de ta bibliothèque, des livres qui sont importants pour toi et qui ont fait ton parcours de lectrice et peut-être même d'autrice. Quelle est l'importance de la lecture dans ta vie ? Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ? Qu'est-ce que c'est lire pour toi ? Pour moi, quasiment à tous les moments de ma vie, la lecture, ça a été une vie et une survie. Dans le sens où il n'y a rien que j'ai pu trouver dans ma vie qui m'aide à surmonter les obstacles de mieux que la lecture. On peut essayer l'alcool, les médicaments, tout ce qu'on veut. Je fais exprès de plaisanter un peu. Littéralement, c'est pas que le livre fait voyager ou fait décrocher, c'est qu'il permet de sortir de soi. Voilà, de sortir de soi. Et en fait, de sortir de soi pour pouvoir y retourner en soi et faire les choses autrement ou se supporter soi-même. Et donc, au-delà de l'immense pouvoir de divertissement, d'apprentissage, de drôlerie, voilà, de tout ce que le livre nous apporte, de se nourrir, cette nourriture, pour moi, c'est vraiment, je ne peux pas vivre sans lecture. C'est impossible. Et je remarque que les moments où je lis un peu moins, parce que je suis prise dans le boulot, je suis prise dans les enfants, des moments où je regarde peut-être plus de films aussi, ce genre de choses, tout d'un coup j'ai une sorte un peu de malaise intérieur et c'est comme si, en fait, mon corps a senti que, il faut que je me raccroche. Je le sens comme une alarme physique, en fait, et hop, je me replonge avec délice et je respire, quoi. Vraiment, pour moi, c'est l'antidote à tout. En fait, il n'y a rien de plus génial que d'être avec quelqu'un qu'on apprécie et avec qui on s'échange nos lectures. Enfin, c'est-à-dire, et toi, ce bouquin-là, tu le connais pas, et alors on essaye de le résumer, puis on en parle. Et voilà, je connais pas de discussion plus fascinante que ça. Et moi, je sais que je peux parler des heures et des heures et des heures, notamment avec mon compagnon, de ce qu'il est en train de lire, de ce que je suis en train de lire, de ce qu'on a pensé des livres, etc. Et ces discussions où, les heures passent sans même qu'on s'en aperçoive. On lit des livres très différents, mais aussi beaucoup de livres en commun, mais on a aussi des goûts très différents. Il est auteur aussi, donc quand on est auteur, on lit parfois avec une arrière-pensée. C'est-à-dire qu'on lit tout en disant mais comment la personne a réussi à construire son histoire, les types de personnages, c'est marrant, elle met tout au passé, moi j'aurais mis au présent. Et donc quand on est deux auteurs
qui aimons énormément lire, oui, alors les discussions sont très 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 souvent sur nos lectures respectives, et c'est la personne avec qui je préfère parler de ça, et avec qui je passe le plus d'heures à parler de ça. J'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait beaucoup de livres, dans toutes les pièces, dans les couloirs, posés en pile, dans la cuisine, etc. Alors beaucoup de livres techniques, parce que j'avais un père scientifique, une mère linguiste, donc il y avait beaucoup de grammaire dans la maison, il y avait beaucoup de dictionnaires, il y avait beaucoup d'ouvrages scientifiques. Il y avait cette idée que le livre fait partie intégrante de la vie quotidienne. Ça, très clairement. Je vois comme pour certaines personnes, c'est un objet qui fait peur, on a l'impression qu'il est réservé à une élite, ou à... et ce qui est absolument pour moi l'inverse de l'objet livre, mais je pense que quand tout petit, on a traité le livre comme un objet usuel, qu'on n'a pas peur de tâcher, qu'on n'a pas peur d'utiliser, de prêter. En fait, je pense que ça permet très tôt aux enfants de s'aventurer. Quand j'ai été prof quelque temps, je sais que pour moi, si je pouvais débloquer ce rapport-là chez au moins un élève, j'avais l'impression que j'étais pas là en vain. Voilà. J'imagine que tu as dû commencer à lire petite fille. J'y réfléchissais un peu avant qu'on se voit. C'est que j'ai l'impression d'avoir eu l'évidence de l'écriture avant la lecture. Ah alors, bon ça paraît bizarre parce que c'est forcément anormalement associé l'un à l'autre, ou on a l'impression que la lecture doit forcément précéder l'écriture. Mais j'ai le souvenir que mes livres d'enfants, les livres avec des images, où il y a une ou deux phrases de texte, vraiment les livres de petit enfant, dès que j'ai su former des mots, en fait, je recopiais mes livres d'enfants sur des feuilles que je découpais, et j'en faisais des petits livres et je disais j'ai écrit le livre. Voilà. Et donc, je sais que le plus lointain souvenir que j'ai par rapport à ça, c'est de me dire, c'est moi qui ai écrit le livre, je suis écrivain. Donc, j'ai l'impression que ce désir-là d'écriture est presque plus ancien que mon apprentissage serein de la lecture. L'écriture a toujours été là, bizarrement. Ouais. Assez tôt, j'aimais raconter des histoires. Ça, j'ai des souvenirs très précis, enfant. Donc, des histoires que j'inventais dans ma tête, sans support, on va dire, d'écriture. Et où littéralement, je racontais des histoires à mes petites camarades, à mes petites copines. Et j'en éprouvais un sentiment de pouvoir énorme, d'être une conteuse. Est-ce que tu te rappelles des premiers livres que tu as lus et comment ils sont arrivés entre tes mains ou pas ? Disons qu'il y a 2 livres, entre guillemets, de jeunesse dont je me souviens extrêmement fortement, qui sont des livres, entre guillemets, pour enfants ou pour jeunes gens, qui ont marqué ma vie absolument. Il y a un livre qui là était vraiment plutôt pour, je pense, 9-10 ans, j'imagine, qui s'appelait « Ma sœur est une sorcière ». Je conseille aux parents d'acheter... Enfin, moi, ce livre a changé ma vie quand j'étais une petite fille. Une narration dingue, des personnages, des retournements, une ambiguïté. Et c'est l'histoire de 2 enfants, un frère et une sœur, et tout est vu par le petit frère. Et il parle de sa sœur, et en fait, ils sont littéralement dans un monde où la magie existe. Donc. Mais tout ça bien avant Harry Potter, parce que moi j'étais enfant dans les années 80, et donc c'était pas forcément la mode des sorciers du tout, mais il se trouve qu'ils sont réellement dans un monde où certains individus ont des pouvoirs, mais c'est pas donné à tout le monde, mais il y en a, des pouvoirs positifs ou non. Et ce petit garçon qui n'a apparemment pas de pouvoir a une sœur qui en a et qui dégage un très grand malaise. On est presque dans Stephen King. Bref, ce livre m'a énormément marqué. Je suis allée chercher le nom. C'est Diana Wynne Jones. Un autre livre qui est un peu plus adolescent, je pense. C'était La nuit du concert de M.E. Kerr. Je trouve que c'est un pseudonyme, M.E. Kerr, qui est une auteure femme, qui à mon avis est plus pour les 14, 15, 16 ans. Et pareil, adolescente, ça a changé ma vie, ce livre, littéralement. C'est l'histoire c'est tribulations d'un jeune homme avec l'adolescence, avec les premiers émois amoureux, avec le meilleur copain, avec le frère qui est peut-être malade, et là j'ai des souvenirs très anciens, je l'ai pas eu depuis très longtemps et j'ai quand même tout en tête. Je sais qu'il parle d'Edgar Poe dans le texte. Il sort avec une fille qui va complètement le transformer, et j'ai encore, mais vraiment des scènes, des descriptions de vêtements. Je pense que je l'ai lu plein de fois quand j'étais adolescente. C'était une bible. J'ai aussi lu tôt des livres qui n'étaient pas forcément adaptés à mon âge. D'accord. Parce que quand il y a des bibliothèques partout et qu'on a des parents merveilleux mais un peu laxistes, tout était accessible pour le meilleur et pour le pire, dans le sens où j'ai pu m'aventurer dans des livres très tôt avec des émois inattendus, des complexités, etc., qui ont pu, à mon avis, beaucoup m'apporter. Je sais que j'ai lu aussi beaucoup de polars très tôt. Ok. Beaucoup.
Ma mère adore les polars, il y en avait partout dans la maison. Et je suis tombée dedans très jeune et je pense que ça a forgé quelque chose en moi. Je suis toujours passionnée de polar, mais très jeune, j'ai été fascinée de faits divers, très intéressée par ça, peut-être même un peu trop. Un polar que j'ai lu très tôt, c'était Le vol des cigognes de Granger, je me souviens de ça. Mais bon, et pour ceux qui l'ont lu, les meurtres sont absolument affreux, c'est extrêmement graphique, et que je pense que pour un enfant, c'était un peu déplacé. Après, voilà, ça forge qui on est. J'ai noté une phrase dans ton dernier roman, L'épaisseur d'un cheveu, où tu parles d'Étienne, donc le personnage qu'on suit tout au long du roman, qui a un drôle de classement pour sa bibliothèque. Ceux qui liront le livre, ils le découvriront, mais on peut quand même dire qu'il classe les livres par titre, c'est ça ? Par titre, pas ce par qui est auteur. très bizarre. Ouais. Et qui fait ça en fait ? Parce que si tu cherches un livre, déjà si tu te souviens plus exactement du titre, enfin voilà, tu sais pas où chercher, puis où est-ce qu'on fait commencer le titre ? Donc elle trouve ça complètement bizarre et elle lui dit, mais en fait tu fais ça parce que tu veux tuer les auteurs. Tu veux les détruire, tu veux qu'ils n'existent plus. Personnellement, je classe pas du tout comme ça. Mais j'imagine bien. Moi, mon idéal, ce que j'essaye du coup de conserver le plus possible, c'est un double classement qui est par siècle et par ordre alphabétique d'auteurs. Donc, j'aime bien que la bibliothèque y ait tout ce qu'il y a avant le 16e, et il n'y en a pas énormément, enfin, moi j'en ai pas énormément, forcément. Ensuite, il y a 16e siècle, 17e, 18e, 19e, qui évidemment sont moins fournis, en tout cas en ce qui me concerne, qu'après le 20e, 21e, où là, forcément, il y en a beaucoup plus. Mais j'aime bien parce que du coup, en un clin d'œil, je peux voir par exemple tout le 19e. Voilà, j'adore l'idée que l'histoire s'impose aussi. Le sens, je pense que quand on a fait des études de lettres, ce qui est mon cas, des études de lettres modernes à la fac, en fait, il y a vraiment cette idée de replacer l'écrit dans son évolution historique. Et donc, je pense que c'est important pour moi que mes bibliothèques soient comme un paysage historique littéraire. Et après, évidemment, dans le siècle, par ordre alphabétique d'auteur, tout simplement pour pouvoir s'y retrouver. Oui. J'ai pas le fétiche du livre pour le livre, j'ai le fétichisme des livres que j'ai aimés. Donc, je conserve pas tout. Donc non, je donne beaucoup, bibliothèque, etc. En revanche, quand j'ai aimé les livres, et je sais que c'est un défaut, j'ai du mal à les prêter parce que j'ai peur de les perdre. Mais oui, on te les rend pas après. On les quand tu perd, les mais non, prêtes. on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et je comprends, moi ça m'est arrivé, et c'est horrible de ne pas rendre des livres qu'on m'a prêtés, donc je sais très bien que c'est humain. Et du coup, quand j'ai envie de partager un livre, je préfère l'acheter et l'offrir à la personne parce que j'ai trop peur qu'on me les rende pas. Et en plus de ça, j'aime conserver les livres que j'ai lus, c'est-à-dire matériellement, l'exemplaire que j'ai lu. Et donc, j'ai pas envie juste de racheter un livre que j'ai lu juste pour l'avoir alors que je l'ai pas lu. Dans ce cas, il faudrait que je le relise. Oui. Et c'est un peu, voilà, j'aime bien ce relation avec l'objet. Exactement, aussi. Avec l'objet. Les pages que j'ai tournées. Les livres, je les corne. J'aimerais bien utiliser des marque-pages. Je sais pas, je les paume, j'ai jamais de marque-pages. Donc, je corne les livres, sans pitié. Et même des beaux livres, hein. Je peux corner des Pléiades. Enfin, okay. J'ai aucun problème avec ça. En fait, le livre, c'est un objet, il faut qu'il vive, etc. Donc, mais même des livres, des beaux livres, des livres de peinture et tout, je peux corner sans aucun problème. J'écris dessus. Alors, je peux souligner une phrase qui m'a touchée, etc. Mais je peux aussi très très facilement dans le livre mettre le numéro de téléphone de quelqu'un qui vient de me donner au téléphone, de noter une adresse, noter une idée d'un texte que je dois faire à ce moment-là. Donc, il y a des hiéroglyphes dans les livres de choses du moment. Donc, c'est pour ça que l'objet livre est hyper unique. Je peux pas prêter comme ça. Je m'en suis emparée. Il est devenu une partie de moi, le livre. En ce moment, là, pile aujourd'hui, je suis en train de finir un livre que je trouve assez génial et qui va sortir à la rentrée de septembre prochain. Je suis en train de lire le livre de Gaspard Koenig qui s'appelle Humus. Et le livre est vraiment absolument excellent. Il me reste un petit bout là. Il me reste une petite, je pense, 60-80 pages. Donc tu lis de là où t'en es. Donc ok, je lis un bout. Voilà, il y a un bout. Allez. Ok, ils trinquèrent au ver de terre. C'est pas mal comme phrase. J'adore, c'est la meilleure phrase du monde. Ils trinquèrent au ver de terre. Philippine les rejoignit, tout sourire. Kevin n'en demanda pas davantage, il était prêt à mettre les bouchées doubles. Ils rejoignirent les invités à l'autre bout du salon. Une douzaine de jeunes gens étaient avachis sur des canapés bas et profonds qui semblaient très difficiles à quitter. En face d'eux, une bûche se consumait lentement dans une cheminée en granit équipée d'un insert dernier cri. Au passage, Kevin examina la bibliothèque en planches de chêne qui couvrait le mur du fond. Elle était remplie d'albums sur la peinture, de beaux livres illustrés, de vieux bouquins de brocanteur reliés en cuir, de manuels de jardinage et d'une poignée de livres contemporains, romans primés et essais à gros tirage.
Depuis sa rencontre avec Arthur, Kevin était capable de reconnaître la bibliothèque de quelqu'un qui ne lisait pas. C'est incroyable, pas mal, hein, ce passage-là. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est un hasard et du coup, ça parle de bouquin, donc c'est parfait. C'est aligné avec notre discussion. En quelques mots, c'est deux étudiants qui se rencontrent à Agrotech, en agronomie, si je dis pas de bêtises, qui font leurs études ensemble et qui deviennent extrêmement proches, une amitié presque fusionnelle, deux jeunes hommes. Et on va les suivre chacun à la sortie de leurs études. L'un qui va tenter de construire un nouveau prototype. Alors tous les deux sur les vers de terre, c'est pour ça que c'est pas le vers de terre. L'un qui va un peu revenir aux sources, de faire ce qu'il appelle une cellule de vie, de cultiver son petit bout de terre au fin fond de la France en étant au RSA, et l'autre qui va tenter de commercialiser une machine qui permettrait de créer de l'engrais avec les vers de terre. Et on va suivre ces deux jeunes gens, entre guillemets, qui vont se confronter à comment les idéaux qu'on a pu former dans nos études et dans notre jeunesse, qu'est-ce qui se passe quand ils sont aux prises avec le réel. Et deux jeunes gens idéalistes sur notre rapport à la terre, évidemment à l'écologie, etc. Et l'impact avec le réel. Alors déjà, moi je suis très sensible aux livres amples de fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on fasse le choix de revenir à cette forme un peu classique qui est la pure fiction, le grand roman, les personnages, des épopées sur plusieurs années, plusieurs endroits géographiques. Parce que c'est très difficile à écrire la pure fiction quand c'est bien fait, quand l'écriture est extrêmement tenue, les personnages sont immédiatement existent en nous, etc. C'est pour ça qu'il y a la conteuse en moi. J'aime qu'on raconte des histoires. Et quand il y a un bouquin de fiction qui est comme ça, si maîtrisé, si ample, je trouve que c'est un vrai bonheur. Là, c'est vrai que je lis pas mal de livres qui vont sortir à la rentrée, donc c'est vrai que je suis dedans. Et par exemple, un livre qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé génial, c'est le livre de Sarah Chiche qui va sortir, qui s'appelle Les Alchimies. J'ai été happée, je trouve mais c'est pas le premier livre que je lis d'elle, mais j'adore son écriture. Et ce livre-là qui sort, on suit une médecin légiste. Moi, c'est complètement ma came, donc je suis tout de suite rentrée dedans. Et autour de Goya aussi, d'un mystère, autour de la disparition du crâne de Goya. Ces derniers temps, un des livres qui m'a le plus plu, avec une écriture absolument, une dentelle mélancolique, mais précise, fine, juste. Alors, je vais beaucoup en librairie, et j'ai une librairie dans ma ville, Les Échappées, à Étampes, tenue par Pauline et Cécile. Ça fait pas très longtemps qu'elle est ouverte, ça va faire 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est assez agréable quand on a un peu comme ça un rapport privilégié avec les libraires qui habitent pas très loin, qui deviennent un peu des amis. C'est qu'en fait, on passe aussi pour dire bonjour, et en fait, c'est très facile aussi de dire je vais commander celui-là. Donc voilà, moi j'essaye de privilégier le plus possible d'acheter en librairie. Mais moi, j'ai l'impression d'être dans un tel foisonnement, de tout le temps trouver des nouveaux auteurs qui me bluffent, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui arrivent avec un premier roman, et ça me donne une énorme claque. Et que c'est passionnant d'être plongé à un moment donné comme dans une pépinière. On se dit mais tout est toujours possible, et les gens essayent d'autres types de genres, et puis revisitent des genres qui étaient classiques, et puis s'aventurent. Et donc non, moi je suis très, très curieuse de tout ce qui sort. Il y a quelques auteurs que je relis. Je sais que j'ai relu HHHH de Laurent Binet plusieurs fois parce que il me débloquait des trucs, il me faisait réfléchir à l'écriture, et pas forcément d'autres de Laurent Binet. HHHH. Celui-ci parle de l'écriture aussi, et de l'autre, ce que tu t'autorises en tant qu'écrivain quand oui, tu parles d'un sujet. Peut-être parce qu'il a une très grande liberté en le faisant, qu'il a cassé un peu des plafonds attendus, je sais pas. Mais je sais qu'il m'aidait à débloquer des trucs. Et puis c'est un très bon livre, donc c'est agréable même si c'est sur des sujets un peu lourds. Mais je sais que lui, je l'ai relu plusieurs fois. Il y a des auteurs que quoi qu'ils écrivent, ou des autrices, quoi qu'ils écrivent, qui sortent, etc., tu vas les suivre absolument aussi? Oui, absolument. Emma Becker, à chaque fois qu'elle sort un livre, je la lis. Il y en a pas mal. Sarah Chiche. Je me rends compte que c'est beaucoup de femmes, en fait, que j'aime bien suivre. Des livres que j'offre beaucoup, comme des cadeaux à la volée, comme un petit bouquet de fleurs, c'est des recueils de poèmes de Verlaine. Parce que Verlaine est un écrivain hyper important dans ma vie depuis très longtemps,
que j'ai tout lu, j'ai tout relu. Et voilà, les gens qui me connaissent savent que c'est quelqu'un qui a une importance très très forte dans ma vie. Et donc du coup, en fait, il est tellement en moi, il est tellement à moi que c'est comme si je donnais un petit bout de quelque chose. Et donc je peux très facilement offrir un petit recueil de Verlaine. Alors ça peut être Fête galante, les poèmes saturniens. Enfin ça dépend. Il y en a, ça peut selon la personne. Ça peut être différents recueils ou différents textes. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup offert dans ma vie et aux gens que je rencontre. Après, j'ai réfléchi à ça. Une autrice que j'ai beaucoup offert, et je sais que très facilement, quand je dois faire un cadeau à quelqu'un, je rentre dans une librairie, je me dis tiens, c'est Florence Aubenas. Ça dépend de la personne, mais un de ses bouquins, je les ai tous lus. J'adore, mais je ne suis pas la seule, j'adore absolument ce qu'elle entreprend à chaque fois, qui est très différent, son écriture, l'immersion. Elle se plonge dans des histoires qui sont souvent douloureuses, très complexes. On peut penser que ce soit le Quai d'Ouistreham, que ce soit sur le procès Outreau, etc. Mais elle y va avec un tel amour et absence de jugement de l'autre, quels que soient les autres, quels que soient les protagonistes. Il y a une telle distance qui est, je vais dire, humaine par excellence de... Il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de... on ne va pas chercher à l'endroit où l'autre va déraper. Il y a, je pense, de par sa formation de journaliste, il y a cette idée, je prends les faits. Je ne juge pas, je prends les faits. Mais c'est en plus une immense autrice, une immense auteure. Donc elle a une écriture d'une très très grande autrice. Et donc je trouve que ces romans ne sont pas du tout juste... des livres d'une super journaliste. Non, c'est des très grands livres, des livres qui ont souvent changé ma vie. Enfin, j'ai souvenir parce que je les ai tous relus plusieurs fois, les bouquins d'Aubenas, et à chaque fois, j'ai souvenir de la première fois où je les ai lus, où souvent j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre de la lecture. Et comme ça me bouleversait à chaque fois à ce point-là, c'est des livres qu'on aime bien offrir parce qu'on a envie de dire « Mais regarde, tu vas voir ce que ça fait ». Et tu relis alors beaucoup tes livres? Non, je relis pas énormément, dans le sens où je pense comme beaucoup de gens pour qui la littérature est quelque chose d'important dans leur vie, vraiment un peu quotidien, il y a cette idée de, en fait, un jour je vais mourir et j'aurai même pas lu un millionième de tout ce que j'aimerais lire. Et il y a un peu ce vertige-là de se dire, en fait, il y a plein d'auteurs incroyables. Mathématiquement, je pourrais pas les lire. En fait, j'ai pas le temps. En fait, je n'aurais pas le temps. Et donc, je pense qu'on est quand la littérature est un truc un peu central dans notre vie, je pense qu'on a tous ce vertige-là de se dire comment je vais faire, quoi. Donc c'est vrai que du coup, je suis quelqu'un qui relit pas énormément parce que je suis là, mais il faut que je lise d'autres. Enfin, qu'il y en a plein, il faut que je les lise. Et quand tu es en période d'écriture, tu arrives à lire autre chose? Je pense que quand on écrit, c'est très important de lire beaucoup. C'est là où tu dénoues les problèmes. Et donc, en période d'écriture, alors bien sûr, je lis beaucoup juste avant l'écriture. Et même dans la conception du roman, énormément de livres qui ont trait à mon sujet. Et quand je suis dans l'écriture pure, je continue à lire des livres sur le sujet pour me nourrir, mais je lis aussi, ça peut être des essais, des polars, des romans qui sortent, parce que je trouve que la lecture permet que l'écriture ne s'essouffle jamais. On avait imaginé une sorte de grille de questions qui serait une sorte de passeport littéraire, évidemment, on n'est pas obligé de répondre à tout. Claire Berest, si tu étais un titre de livre? Alors, si j'étais un titre de livre, en fait, je serais toujours le dernier que je viens d'écrire. Je ne vois pas autrement. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis l'épaisseur d'un cheveu. Avant, j'étais Artifice. Avant, j'étais Rien n'est noir. Avant, j'étais Gabrielle. Avant, j'étais Bellevue, etc., etc. C'est-à-dire que j'habite tellement le livre que je viens d'écrire qu'il est moi, absolument. Donc, si j'étais un titre de livre, je suis évidemment le dernier, celui que je suis en train de porter. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman, quelqu'un de marquant? C'est marrant parce qu'on m'a posé, je crois, cette question il y a quelques années et en fait, c'est exactement la même réponse qui m'est venue. Donc ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Je serais, alors, en variation, soit Hannibal Lecter, soit Clarice Sterling. Okay. En fait, je me projette dans ces deux personnages tour à tour. Tu peux expliciter personnage. En fait, parce que je pense que j'ai et un côté Hannibal Lecter et un côté Clarice Sterling. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre, mais que ce sont des personnages d'une construction de folie. C'est Harris, c'est l'auteur. Au-delà du film qui est très bien d'ailleurs, mais je parle vraiment du roman.
ça pour le coup, je les ai relus plusieurs fois, les romans de Harris. Voilà. D'accord. Plusieurs fois. Et je pense que je les relis à intervalles réguliers. J'y avais pas pensé, mais voilà. Et je me sens aussi et masculine et féminine, et lumineuse et sombre, et diabolique et positive. Et en fait, cette dualité de ces deux personnages qui fusionnent au bout d'un moment, Clarice Sterling et Hannibal Lecter, il y a comme une sorte d'amour entre eux. Hein. Donc là, je parle vraiment du livre, parce que dans le livre, ça va beaucoup plus loin que dans le film. Il y a vraiment une sorte de presque fusion amoureuse entre les deux. Et en littérature, il y a plein de personnages que j'adore, que je trouve fous, géniaux, mais des personnages où je me projette. En fait, pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de plus évident. Est-ce qu'il y a un texte qui n'est pas de toi que tu aurais adoré écrire? Oui, j'aurais absolument adoré écrire, même si ça l'a rendu un peu fou, De sang-froid de Truman Capote. Ouais. Pour toute l'expérience, c'est-à-dire toutes ces années passées à suivre ces deux hommes qui avaient commis ce massacre, voilà, le fait divers, puis surtout l'investissement réel, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup de temps dans le village où ça s'était passé, il a passé beaucoup de temps avec les deux accusés, il est allé les voir en prison, il a passé beaucoup de temps avec les gens du village, avec le shérif de la ville, avec les voisins, il y a un niveau d'investissement avant même l'écriture, je pense que c'est quelque chose ultimement que j'aimerais faire, en fait, être à ce point-là dans une histoire pour en rendre compte. Deuxièmement, il a changé pour moi l'histoire de la littérature avec ce texte-là, le rapport au mot, le rapport à la narration. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et puis, il y a ce truc-là du passage à l'acte, de l'homicide, voilà, qui me passionne, d'où l'épaisseur d'un cheveu aussi. Après, Truman Capote n'a pas vraiment réussi à écrire d'autres livres après. Donc, est-ce que ça l'a pas... il avait fait un chemin qui faisait qu'il n'a pas pu en revenir. Il a écrit des bouts de texte, mais il n'a plus fini de romans après celui-là. Donc, il y a un peu aussi côté livre maudit, mais il y a vraiment un côté... Il a plié le game d'une certaine manière. À un moment donné, il y a des livres qui, tout d'un coup, la littérature, elle est différente après. Et De sang-froid de Truman Capote, que j'ai relu aussi plusieurs fois. Donc, ouais, un livre que j'aurais adoré écrire, celui-là. Alors, un côté peut-être moins positif, est-ce qu'il y a des fins de romans, aujourd'hui ou hier, que tu as lu et qui te dis mais non, c'est pas possible, ça ne va pas se terminer comme ça, que tu aurais aimé réécrire? Alors, je réfléchissais à ça. En fait, les trucs qui m'assurent, mais c'est plutôt des livres, on va dire, un peu des livres plus classiques. C'est plutôt 18e, 19e. Il y a beaucoup de livres où les nanas, pour le dire vite, les personnages féminins, les héroïnes, où quand ça se passe mal ou que leur amour est contrarié, finissent soit au couvent, soit meurent. C'est ça. Et ça me fatigue. Je dis, mais en fait, c'est pas le lot féminin de soit terminer au couvent, folle ou morte. Et ça, il y en a plein. Alors, il y en a tellement. J'essaie de demander Madame de Tourvel dans Les Liaisons dangereuses, la princesse de Clèves. Voilà. Anna Karenine. En fait, il y en a tellement. Et je suis là, sérieusement, elles peuvent pas avoir une autre vie? Un autre chapitre de leur existence. Enfin, elles sont tellement... Voilà, ça c'est un truc qui m'a toujours gonflé. On a parlé de Verlaine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des phrases, des passages, des extraits de romans que tu as tellement relus et aimés que tu connais par cœur? J'ai une très mauvaise mémoire, donc j'adorerais garder de tous les livres que j'ai aimés un petit bout. Je note beaucoup dans des carnets plutôt. J'ai plein de carnets dans lesquels je note. En revanche, effectivement, le seul où il y a vraiment des passages que je connais par cœur, c'est Verlaine. Effectivement, il y a des poèmes, il y en a plein. J'aime beaucoup, d'ailleurs, je crois que je l'évoque dans l'épisode de cheveux, j'aime beaucoup le poème Après 3 ans. Oui, t'en parles. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis retrouvée dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé, j'ai tout revu. Bon. Et voilà, il y en a plein de poèmes de Verlaine qui là sont figés dans ma mémoire parce que je les ai tellement lus. Ils sont en moi et en fait ils vont ressortir et donc je crois que dans quasiment tous mes textes je parle de Verlaine à un moment ou à un autre parce que c'est inconscient, ça ressort, c'est là. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu aurais aimé interroger, qui t'aimerait poser une question? Je peux dire un mort, un vivant. Ouais. Morte malheureusement, j'aurais adoré passer du temps avec Duras. Ouais, parler avec elle, longtemps. Mais avoir le temps, avoir, je sais pas, quelques jours devant nous et discuter. Ça aurait été merveilleux. Et lui poser 1000 questions. Voilà, j'aurais adoré Duras. Et de vivant, j'adorerais
passer du temps, pareil, et poser plein de questions à Stephen King, que j'adore. Et pareil, je trouve que c'est un laboratoire d'écriture fou. Pour moi, c'est un auteur hyper important. Ouais. Donc, et lui, il est encore vivant. Donc peut-être qu'un jour, je le croiserai, je le rencontrerai, je ne sais pas. Olivia El-Kaïm, donc on a rencontré pour le premier épisode de ce podcast, a formulé une question sans savoir qu'elle te serait adressée à toi, que je vais te poser pour elle. Elle demande, c'est quoi le style ? Est-ce que tu as pu y réfléchir ? Alors, pour moi, le style, et ça va avec qu'est-ce que la littérature, hein, parce que je pense beaucoup que la littérature, c'est une affaire de style. Et j'ai une phrase qui, pour moi, résume cette chose qu'on ne peut pas saisir, qui échappe entre les doigts. C'est quoi le style ? C'est tellement difficile à contenir, à en faire le tour. Il y a une phrase qui m'accompagne tout le temps et que j'ai même tatouée sur ma peau. C'est « Voici venir ces mots qui portent à leur cime une lueur étrange. » Et pour moi, le style et la littérature, c'est ça, c'est cette lueur étrange qu'on va tout de suite ressentir dans un texte. Et cette lueur peut prendre plein de tonalités, de couleurs différentes. Cette lueur étrange qui nous saisit, qui nous arrête. Pour moi, c'est ça le style. C'est une phrase que j'avais lue dans l'appareil critique d'une pièce de Racine, dans les petits fascicules, quand on était enfant, où il y a des petits fascicules pour l'école, où il y a des pièces de théâtre classique, Racine, Corneille, etc. Et il y a tout un petit appareil critique autour pour accompagner la lecture. Et il se trouve que mon grand-père paternel, Eugène Berest, était un prof de français. Il était aussi un homme politique, mais était prof de français en prépa une grande partie de sa vie. Et on lui a demandé d'écrire comme ça des petits appareils critiques. Et je sais qu'adolescente, je les avais lus un peu émus, en fait, de lire cet appareil critique de ce grand-père, en fait, qui était mort un peu tôt, que je n'avais pas connu, et qui aimait la littérature. Et je me souviens, à un moment donné, alors est-ce que c'est dans la préface, est-ce que il cite lui-même un poète grec ancien qui écrivait en substance « Voici venir ces mots qui portent à leur cime une lueur étrange ». Je ne sais plus quel était le poète grec. Je ne sais pas si je me souviens bien ou de mémoire j'ai transformé la phrase, mais le jour où j'ai décidé de la tatouer sur ma peau et de la conserver, je me suis dit je ne vais pas aller chercher, je vais garder la trace de la trace de la trace. Parce que c'est ça aussi les mots, c'est une passation. Et donc peut-être que c'est pas exactement la citation, je ne sais plus quel est le poète, peut-être que lui-même avait traduit d'une façon peut-être un peu différente. Et ce que j'aime, c'est ce que j'en garde au final, parce que cette phrase-là, elle m'aide à vivre. Est-ce que, à ton tour, tu as réfléchi à une question que tu aimerais poser à notre prochaine invité ? Alors j'ai essayé de faire simple et court, je dirais fiction ou autofiction. Eh bien écoute, on lui demandera, on te fera part de sa réponse. Claire, c'était hyper intéressant de t'écouter. Merci, je sais pas comment je vais résumer tout ça. Merci beaucoup. En 30 minutes. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci à super. toi. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Claire Berest. Retrouvez sa sélection de livres sur le site de la librairie www.lesgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt, à la rencontre d'une autre bibliothèque. Belle journée dans les livres.